Voici plus de 1000 ans, écrivait le tout jeune Arthur Rimbaud, que la triste Ophélie passe, fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Rêve ou même cauchemar, il faut pour protéger le songe le recouvrir d'un voile. Et pour bien rêver, quoi de mieux que le voile du silence? Si, comme on l'a vu, le surréalisme exalte la toute-puissance du rêve, le symbolisme est l'art du silence, et l'on ne s'étonnera donc pas d'y trouver tant et tant de voiles, même si nombre de symbolistes furent d'abord influencés par Wagner et sa Nouvelle Vénus, dans laquelle je vois plutôt une dérive romantique, mais chacun son truc. Il faut dire aussi qu'il me casse un tantinet les oreilles, celui-là. Il est à noter aussi que le mime connut sa plus grande vogue alors que le mouvement symboliste battait son plein. Il était né dans la seconde moitié du XIXe siècle pour prendre les bonnes dimensions de l'irréel, de l'infini, du fantastique et, au bout du compte, de la mort. L'une des plus belles peintures de cette époque épique est sans conteste L'île des morts d'Arnold Böcklin. L'artiste en a réalisé 5 versions. La première a été imaginée et peinte juste entre le jour et la nuit en 1880. La poésie du beau est infinie, écrivait Böcklin pour se justifier. Si vous voulez mon sentiment, les artistes ont tous les droits, mais passons. L'impact de l'île des morts fut énorme et on ne compte plus les copies ou pastiches signés Chérico, Dali ou Delvaux. Qui voyons-nous? Au coucher du soleil, une barque s'approche d'une île faite de rochers très escarpés et plantée de cyprès. En Grèce, en Italie, des mythes lient le cyprès au dieu des enfers, à Pluton. Il est l'arbre des contrées souterraines, et c'est pourquoi on le place à proximité des tombeaux, en signe de deuil, pour devenir l'emblème de la tristesse et de la mort, le symbole du silence. Nous y voilà. Sur la barque vraisemblablement menée par Charon se dresse un personnage dont nous ne savons même pas si c'est un homme ou une femme, et qui est enveloppé d'un linceul, comme si c'était lui qu'on s'apprêtait à ensevelir. Pourtant, à son attitude, le personnage semble vivant, d'autant qu'il est nimbé des derniers rayons du jour, ce qui fait toute l'étrangeté de la scène. Car nous n'en doutons pas un seul instant, il s'agit d'un voyage sans retour. À la proue de la barque, un cercueil. Dans les rochers qui bordent la crique où elle se prépare à accoster, des niches, certaines closes, d'autres ouvertes, composent une sorte de columbarium minéral. Alors qu'il était occupé à peindre la première version, Böcklin reçut la visite d'une certaine Marie Bernat. 15 ans auparavant, elle avait tragiquement perdu son mari adoré après 1 année d'union seulement. Souhaitant se remarier, elle était venue lui commander un tableau propice à la rêverie. Marie Bernat fut sidérée par la concordance de ce qu'elle souhaitait avec le tableau en cours d'exécution. Et c'est elle qui eut l'idée du personnage en linceul et du cercueil. Car dans son esprit, elle était cette forme blanche qui fait enfin le deuil de son mari défunt en le confiant à cette île. Une île est autant la promesse d'une vie nouvelle que la certitude d'un bannissement et d'un effacement de la mémoire. Peu à peu, une part du mystère se lève. Ayant pris congé du monde des vivants mais n'ayant pas encore rejoint celui des morts, le personnage n'est présentement ni l'un ni l'autre. Ou plutôt il est déjà mort, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas, car en réalité il n'a pas vécu sa vie, il n'a fait que la côtoyer. Ainsi Arnold Böcklin, qui d'ailleurs n'avait pas titré son tableau L'île des morts, mais L'île du rêve, a peint la mélancolie qui guette tous ceux qui poursuivent un but inaccessible, au premier rang desquels les artistes bien sûr, et d'abord lui-même. Dans les 3 dernières versions de L'île des morts, la tombe la plus à droite porte d'ailleurs ses initiales A, B.